On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi ? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla ? Il y a plusieurs méthodes à ça. Il y a 2 ans, vous aviez prévu de recevoir des membres de votre famille à la maison. L'un d'entre eux se déplaçant en fauteuil roulant, vous réalisez que l'accès à votre appartement en premier étage allait être compliqué pour lui. Vous avez alors cherché un logement adapté autour de chez vous. N'en trouvant aucun, vous avez dû vous résigner à ne pas pouvoir recevoir votre famille. Dès lors est née l'idée de créer un site référençant des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite afin de leur faciliter l'accès aux logements locatifs. Pourtant, vous n'aviez jamais créé d'entreprise auparavant et ne vous sentiez de fait pas légitime pour ça. Vous vous disiez qu'il fallait avoir des diplômes adéquats, un réseau pro, des moyens, bref, que c'était réservé aux autres. Puis vous avez fait la formation des déterminés, dont nous avions ici interviewé Moussa Camara, le fondateur. Et à partir de là, tout a démarré. Vous remportez plusieurs concours comme French Tech, Talent des Cités ou France Active, Les Essentiels, bref, vous réussissez à développer Lily et à aider de nombreuses personnes. Vous êtes basé à Celle-Neuve, un quartier dit défavorisé à Montpellier. Vous constatez que de par votre expérience, de nombreuses personnes du quartier viennent vous demander conseil, mais aussi vous proposent de collaborer au développement de Lily.fr. Dès lors, vous réalisez que vous pouvez non seulement créer des emplois dans votre quartier, mais aussi développer les perspectives de vos concitoyens. Vous êtes Karima Kerkoub, fondatrice de Lily.fr, et Julie et moi sommes aujourd'hui très heureux de vous recevoir dans cet épisode du podcast Semblable qui vous est entièrement consacré. Bienvenue parmi nous, Karima. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir auprès de votre podcast. Avant de commencer, comment allez-vous ? Je vais très bien. Et toi, Julie, comment tu vas ? Ça va super. Bon, on a quelques questions à vous poser, Karima. Du coup, si on fait quelques pas en arrière et que nous revenons sur ce parcours fulgurant, pourriez-vous nous dire ce qui vous a fait sauter le pas de l'entrepreneuriat et quel métier faisiez-vous avant de vous lancer ? D'accord. Donc, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais, avant que j'ai mon accident en 2012, je faisais des ménages dans les foyers de l'enfance et de l'accueil. En parallèle, je voulais passer mon concours pour être TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, à domicile, aider les familles et les accompagner, un petit peu une sorte d'assistante sociale, sauf qu'entre-temps, j'ai eu un accident qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en invalidité de première catégorie. Je ne peux pas travailler autant qu'avant. Donc, j'ai des périodes chroniques. Alors, ce que j'ai fait, c'est que depuis 2012, je me suis mise à vendre des produits ménagers écologiques à la maison. Il faut savoir que je suis une maman solo avec 5 enfants et en même temps, ça m'a permis d'avoir un œil sur l'éducation de mes enfants et puis de vendre mes produits et de m'occuper de ma santé parce que ma santé, elle a été très, très longue à guérir. Et entre-temps, j'ai créé une association, Partageons Ensemble 34, qui a pour but de créer des liens sur la ville de Montpellier. Et en fait, j'étais bénévole dans une association à la Mosson, à la Paillade, un quartier politique de la ville. Et un jour, il y a eu Déterminés qui ont voulu lancer leur deuxième promotion à Montpellier. Et la première, ils l'avaient faite au temps où il y avait le Covid, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai la coordinatrice qui m'a interpellée sur les réseaux parce qu'elle voyait que j'étais identifiée un peu partout. Et elle s'est dit, voilà, je vais essayer de la contacter pour pouvoir développer le réseau et présenter les Déterminés. Ça a été le cas. Mais auparavant, ils l'ont présenté d'abord à une autre association la veille. On m'a dit, viens déjà écouter ce que c'est les Déterminés. Et puis ensuite, le lendemain, on passera à l'association où tu es bénévole. Mais je vous cache pas que quand ils sont arrivés, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore et tout. Et je voyais, il y avait tant d'enthousiasme, que c'était, oui, les déterres, grâce aux Déterminés, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Je dis, c'est quoi ce truc? Je comprends pas, déterminé. Ça m'a pas percuté la première fois. Mais la deuxième fois, quand ils sont revenus le lendemain, j'étais pas dans l'objectif de vouloir faire la formation, je vous le dis, hein. Puis là, il y a un intervenant, il me tape à l'épaule. Il me dit, tu veux pas faire la formation, toi? Je dis, non, laisse-moi. Pour moi, je voyais aucune idée ce que c'était l'entrepreneuriat. Dans
dans mon esprit. Il fallait faire des grandes études ou alors payer des écoles. Il fallait vraiment avoir une tête ou alors des hyper moyens pour faire de l'entrepreneuriat et j'avais pas cette idée-là ou cette envie de me lancer. Et puis on m'a jamais conseillé ou expliqué ce que c'était l'entrepreneuriat. Moi, j'ai jamais eu un événement qui sensibilisait sur ça. J'ai jamais connu. Donc, il me tape sur l'épaule et puis il me dit allez, vas-y, fais la formation, t'as bien rencontré un problème, quelque chose qui t'a agacé ou que tu veux mettre en place. Et là, ça faisait à peine 2 semaines que j'avais rencontré cette difficulté de trouver un logement pour ma famille de Grenoble qui voulait venir chez moi. Et j'ai dit, ben ouais, j'ai pas trouvé de site, rien qui pouvait recenser des logements facilement. Et puis donc, il me dit, ben qu'est-ce que t'attends pour faire ce projet-là? Je dis, non, laisse-moi tranquille. Donc, il me relance au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, et là, il me dit alors, t'as réfléchi ou pas? Je dis non, c'est toujours non. Puis, une fois, quand il m'a relancé la deuxième fois, je me suis posée sur le lit, j'ai dit bon, voilà, je vends des produits ménagers écologiques à la maison. Les enfants, les grands, ils sont autonomes. Les petits, ils avaient tous un mode de garde. On m'a expliqué que la formation, c'était 3 semaines intensives les premiers mois, et ensuite, c'était à raison de 2 jours par semaine. Je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre. Et je vais tenter, je vais faire cette formation et on verra ce que ça donne. J'ai passé 2 fois le jury. C'est dans le premier jury. Elle avait des doutes sur moi parce que j'avais 5 enfants. Elle s'est dit non, elle sera pas disponible, c'est pas possible avec les enfants, il faut être là. Donc on m'a refait passer le deuxième jury. Et il y avait Moussa ce jour-là dans ce jury, mais moi je me rendais pas compte que c'était le président. Donc il me posait des questions et pourquoi tu veux faire la formation. Et donc je répondais à toutes les questions malgré que j'avais aucune expérience. Il a capté ce que j'avais au fond de moi. Il a bien fait. Alors quand j'ai commencé la formation, je peux vous dire que c'était comme une école. J'étais vraiment omnibulée avec tout ce qu'on apprenait, les pitchs, B2B, B2C, tout ça. Donc, je découvrais quelque chose, quoi. Et en fait, je me suis nourrie de ça et j'ai aimé. Et en même temps, je me suis retrouvée dans cette forme d'entrepreneuriat parce que moi, j'ai toujours eu un tempérament où je prends les choses et je vais jusqu'au bout, même si ça va pas, ou j'essaie de trouver la solution, comment, pour. Et puis aussi avec tout le vécu que j'ai eu auparavant, mes épreuves, mes difficultés. J'ai grandi dans un quartier, donc après j'ai eu une vie pas très facile. Il y a tout ça qui fait cette force que j'ai aujourd'hui, tout ce potentiel qui a fait que le projet en lui-même, déjà une sorte de militantisme, parce qu'en même temps je défends une cause des personnes aujourd'hui qu'on oublie la plupart du temps, qui ont un besoin, qui rencontrent des difficultés pour chercher un logement dans leur vie quotidienne. Nous on sort, on marche, on court, on danse, on va où on veut, on rencontre pas tout ça. Mais les personnes en situation de handicap, elles ont leur quotidien, parfois c'est difficile parce que eux aussi ils ont des hauts et des bas. Et moi en fait, Lily, c'est ça, c'est leur donner cette opportunité de trouver ce logement adapté, que ce soit en couple, en famille ou avec leurs enfants, et passer des moments inoubliables et partir en vacances en toute sérénité et trouver un logement aussi à l'année. Mais justement, entre guillemets, à toute chose, malheur est bon, parce que j'ai envie de dire, heureusement que vous l'avez pas trouvé cet appartement, parce que peut-être que Lily.fr n'existerait pas aujourd'hui. Mais du coup, tout ce que vous me racontez, ça m'amène à une question, c'est que vous avez fini la formation des déterminés, mais à partir de là, il se passe quoi? Comment on commence? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? Après, on constitue une équipe, on cherche des locaux, il faut trouver des financements. Comment on fait? Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on doit créer notre société. Dès qu'on finit les déterminés, on a toutes les infos. Ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'il y a un gros réseau national. On garde des liens avec les uns et les autres. Et c'est fort parce qu'on n'est pas que avec les déterminés de là où on a fait notre formation. On en rencontre de partout. Donc, avec ces personnes-là, des fois, on envoie des messages. On a matché avec d'autres entrepreneurs. Voilà, j'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que t'en penses si je fais ça? Même avec les intervenants, on garde contact. C'est accessible. Alors, la grosse difficulté quand on va pour créer sa société, en fait, il faut avoir de l'argent. Moi, j'ai payé avec mes propres fonds. J'ai dû me débrouiller et j'ai trouvé, pour créer ma société et faire mes statuts, un site qui prenait en 4 fois. Quand vous êtes une maman, que vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous devez créer votre société parce qu'en plus, pour qu'on vous verse la première partie de la bourse, il faut montrer que la société est déjà créée et que vous avez ouvert un compte. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc en fait, on prend tout sur soi. Bon, il y a la bourse, mais la bourse, elle va me servir à financer le site et l'application. Et l'alternant, mais entre-temps, il me faut du fonds de roulement. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée chez Initiative Montpellier-Pic-Saint-Loup, c'est une antenne de Initiative France. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bienveillants. Il y avait vraiment, c'est eux les premiers que je suis allée voir.
j'ai raconté mon projet, j'ai expliqué comment est née Lily, tout ce que je vous explique. Mais en même temps, ce jour-là, ce que je vous dis pas, c'est qu'il y avait pas de bus. C'était galère. Alors j'ai pris un Uber. J'avais pas les moyens, j'avais pas de voiture, elle était tombée en panne. Et quand j'ai dit ça au responsable d'initiative Montpellier Pic-Saint-Loup, c'est Vincent Harvis, je lui ai dit oui, j'ai pris un Uber. Et là, il a dit à tout le monde, vous imaginez, elle a pris un Uber, elle est venue au rendez-vous, elle aurait pu ne pas venir parce que l'antenne, elle est pas à Montpellier, elle est un peu à l'extérieur. Donc, il a vu que j'étais super motivée, j'ai eu ce prêt, j'ai eu cet accompagnement. Et puis en même temps, j'ai eu beaucoup de conseils parce que même aujourd'hui, ils sont encore là, c'est comme une famille, c'est une suite. Et grâce à ça, je peux payer experts, l'alternante. Si j'avais pas eu ce fonds de roulement, je crois que j'aurais fermé la porte ou alors j'aurais dit c'est pas possible quoi. Donc c'est vraiment important. Mais s'il y avait pas eu cette bourse French Tech, je pense que j'aurais pas fait un bond aussi rapide. Ça m'a permis aussi de rentrer dans l'écosystème de la tech de Montpellier et d'avoir le réseau et tous les accompagnants qu'il y a, les échanges, le partage. Parce qu'il y a le concours France Active RD Occitanie aussi, qui sont beaucoup dans le SSS, l'économie solidaire et sociale, et mon entreprise, elle a un impact. Et d'avoir le label ESUS par la suite. Tout ça, il y a des changements. Si on m'avait expliqué dès le départ, oui, tu devrais mettre ta société en SARL, il y a plein de petits détails qui arrivent. C'est un coût financier et ces coûts financiers, ça part très vite. Parce qu'il y a aussi ça, il faut faire du chiffre d'affaires. À un moment donné, d'accord, je veux faire le chiffre d'affaires, mais il faut pas aller plus vite que la musique, il faut construire les fondations. C'est comme une maison. Je me dis, du moment que je peux finir mes fins de mois et payer tout ce que j'ai à payer, ben, le chiffre d'affaires, il arrivera. Mais il arrivera au bon moment. Mais pour avoir le chiffre d'affaires, il y a toute cette communauté autour qu'on doit travailler. Le réseau, le partenariat, la fiabilité du projet, la fiabilité de moi-même, la personne que je suis, pour présenter aux autres personnes par la suite qu'ils aient envie de mettre leur logement. Là, les logements, ils arrivent au fur et à mesure. Mais quand j'aurai une bonne équipe pour démarcher les professionnels, les particuliers, que j'aurai constitué cette équipe, parce qu'il faut la payer aussi. Et tout ça, ça demande du financement. Je sais que ça ira. Mais pour le moment, c'est moi, l'alternante, avec la partenaire Karima. Donc il y a tout ça en fait, ça se travaille, c'est vraiment il faut avoir un mental très fort vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est un travail de fond. Ouais, un travail de fond, mais quand on est une maman, surtout quand vous avez 5 enfants, il faut savoir gérer et faire la part des choses. Donc quand le travail, on travaille, quand c'est fini, il faut savoir s'occuper de sa famille et dire stop parce que sinon on peut s'éparpiller ou avoir un burn-out. Moi ça m'est arrivé à un moment donné, waouh, j'avais tellement de choses, je me suis dit stop, je ferme tout, je vais prendre une pause de 3 jours. Je vais m'occuper de moi et de mes enfants. En fait, c'est nous-mêmes qui devons gérer tout ça, quoi. Karima, juste quand vous avez postulé au concours de la French Tech Tremplin, du coup votre idée, elle était à état d'idée, elle n'était pas encore, la plateforme n'existait pas encore, c'est ça? Elle n'existait pas, non, ouais, c'est vraiment, j'expliquais le projet. Donc en fait, c'est tout ça aussi, les gens qui sont en face de vous, ils arrivent à déterminer les personnes qui vont aller loin dans leur projet. Il peut y avoir des personnes qui ont des super projets, mais qui ont une façon d'expliquer leur projet qu'on se dit, ouais, ils vont pas aller loin. Vous avez des gens, ils ont rien. Moi, j'avais rien, j'ai rien. Et en expliquant mon projet, tout ce que j'avais fait auparavant, parce que j'ai travaillé aussi, je suis allée rencontrer des collectivités sur le terrain, des futurs partenaires. Tout ça, je l'ai fait de moi-même. C'est personne qui me l'a dit. Donc tout ça, j'ai pu le revendiquer. Parce que quand vous êtes pris dans un concours, c'est qu'on prend aussi la personne et le travail qui est mené derrière. Mais j'en suis fière aujourd'hui, quoi. Bah, vous pouvez l'être. Hein. Dans le premier épisode du podcast Semblable, nous recevions Moussa Camara, le fondateur des Déterminés, dont vous avez aussi mentionné le nom tout à l'heure. Vous avez été accompagné par cette association. Moussa, lui, nous disait ce qui va faire la différence entre une personne qui sort d'une grande école et qui a tous ses réseaux et celle qui vient chez nous, c'est sa dalle, sa détermination. Est-ce que effectivement, c'est suffisant ? Oui, alors ces propos sont ces phrases sont très véridiques, c'est vrai. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est en fait, c'est un petit peu l'histoire de, on n'est pas né avec une petite cuillère d'or, vous voyez, avec la cuillère d'or. Donc ça veut dire que, pour obtenir à chaque fois quelque chose, il faut de l'argent. Comment ? Il faut de l'argent du coup quand même. Voilà, donc on vit à la débrouille. On arrive toujours à se débrouiller, à comment faire, chercher, aller plus loin. C'est exactement ça. C'est en fait, on lâche pas l'affaire parce qu'on sait. Moi, je sais que dans mon objectif, je vais y arriver. Il y a cette lumière en moi qui dit
je vais y arriver, lâche pas, quoi qu'il arrive, parce que à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, ben j'ai toujours été au bout de mon objectif, même si ça peut prendre du temps, c'est pas grave, mais au moins il y a toujours une belle porte, une belle personne, on dit une porte qui s'ouvre, et c'est toujours au moment qu'on s'y attendait pas, et qu'au fond de nous on attendait d'avoir ça. Et quand vous l'avez, vous dites ben waouh, c'est en fait c'est comme si voilà, la lumière, l'étoile, bon Dieu, parce qu'il y a plusieurs croyances. Moi, je crois en bon Dieu, donc je me dis, c'est voilà, les épreuves, la patience, la résilience. Ben au bout du compte, ben ça paye quoi, ça paye. L'objectif de l'activité de Lily.fr, c'est l'inclusion. Mais quelle place prend l'inclusion dans le fonctionnement de Lily.fr? Alors en premier temps, l'inclusion dans notre société, déjà c'est d'avoir embauché des personnes en situation de handicap, ma première alternante. Karima aussi qui est en fauteuil roulant, qui est partenaire bénévole aussi également. Notre objectif, c'est donner la chance aussi aux stagiaires de troisième dans les collèges des QPV, quartiers politiques de la ville, hein, les quartiers, qui n'arrivent la plupart du temps à pas trouver de stage et qui peuvent rentrer dans notre société, un stage de 4 jours facilement. Et l'objectif aussi, c'est d'embaucher des femmes et puis des mères de famille. Est-ce que vous vous étiez rendu compte de ça quand vous avez lancé le projet, de toutes ces conséquences positives? Pas du tout. Franchement, moi, je lançais le projet, je me suis dit, voilà, je vais créer l'entreprise. Mais après, quand j'ai découvert tous les organismes accompagnants, tout ce qu'il y avait pour l'entrepreneuriat, tous les organismes financeurs, les levées de fonds et tout ce qui suit, je me suis dit, waouh, en fait, il y a pas mal de choses, mais on n'est même pas au courant. Moi, j'étais pas au courant. Donc aujourd'hui, moi, tout ça, je mets au courant d'autres personnes qui me demandent des conseils, des renseignements. Il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand ils me voient, ils disent, elle a 5 enfants, elle a réussi, elle arrive à faire ça. Pourquoi pas moi? J'en ai plein qui sont venus me dire ça. J'ai pas mal de C'est personnes. important en fait Et d'être ça, accessible en plus. voilà, et je me dis, waouh, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Je suis comme, en même temps, je suis un exemple pour d'autres personnes, que ce soit féminin ou la gente masculine, quoi. Tout statut social, hein. C'est, Mais c'est important ce que vous dites. par mon parcours, ben j'ai donné envie à d'autres personnes qui n'osaient pas et il y en a certaines ou certains qui sont salariés et qui se sont lancés quoi. Donc moi je me fais un plaisir de leur répondre. Au contraire, je me dis si vous tentez pas, vous saurez pas ce qui vous attend derrière. Et c'est ce qui m'est arrivé moi pour Lily aujourd'hui, hein, parce que Lily c'est pas que le logement. Il y a d'autres rubriques qui seront développées dans Lily. Ça sera vraiment dans le monde du handicap où les personnes se retrouveront dans plusieurs thèmes. Alors on commence par le logement. Super. Donc voilà. C'est vrai que c'est important en plus d'avoir des rôles modèles en fait. On a souvent des rôles modèles, des personnalités assez inaccessibles et tout ça et ce qui est admirable, c'est qu'on se dit effectivement la situation que vous avez, c'est pas celle en fait du profil entrepreneurial, typique qu'on peut regarder à la télé ou dans les magazines et ça rend, cette aventure-là, en tout cas la manière dont on l'aperçoit encore plus belle quoi. On se dit, c'est vrai qu'elle a envie, elle a la niaque, elle va y aller alors qu'à la base on se dit pas: «Bon bah quand on est mère, solo de 5 enfants, je vais y aller quoi. Enfin vraiment c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui parce que vraiment on se dit que ça peut être un message aussi pour d'autres personnes et c'est aussi ça qui est important dans le message de Semblable, c'est qu'on n'est pas là pour faire du blabla, on le dit assez, que ce soit dans le générique Ouais. et cetera. Mais c'est vrai que c'est important en fait pour nous de pouvoir se dire qu'il y a pas un seul profil d'entrepreneur et qu'on peut toutes et tous en fait agir différemment et agir en faveur de l'inclusion. Je me permets de rebondir sur quelque chose, Karima, dont vous avez parlé. Nous, au sein de la plateforme de l'inclusion, on a un service qui s'appelle l'immersion facilitée. Et du coup, je le mentionne là parce que ça pourra peut-être servir à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui écoutent. C'est un service du coup numérique qui permet justement à des personnes qui veulent faire des immersions pour découvrir des entreprises ou des métiers d'intégrer directement l'entreprise et de les solliciter. Donc ça, c'est vrai que c'est important, en tout cas dans la partie inclusion, de pouvoir faire une immersion au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, une association, pour pouvoir ensuite se projeter et se dire soi-même, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de rencontrer Karima. Voilà. Ah, super.
Je rebondis avec la question qu'on avait préparée avec Rodolphe, qui arrive juste après. Du coup, la plateforme de l'inclusion, comme je viens de le mentionner, elle offre des informations détaillées sur les aides, les dispositifs qui sont disponibles en fait pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes à mobilité réduite. On peut fournir des informations sur les démarches administratives, les aides, les dispositifs d'accessibilité. Dans quelle mesure, d'après vous, on pourrait améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que service d'État pour améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap ? Alors, déjà, bravo pour cette plateforme, Julie. On pourrait trouver un partenariat, hein, puisque c'est sur le handicap et c'est super, ça informe pas mal de personnes. Donc en fait, je pense que plus on en parle, plus on le dit sur les réseaux, sur les informations, plus on en parle, plus on découvre ces organismes. Nous, on est un petit peu la lanterne de ce qu'on a découvert. Donc de bouche à oreille, on dit tiens, j'ai rencontré cette plateforme, ils font ça, je te conseille d'y aller. Ou alors dès qu'on rencontre même une personne qui fait des articles de journaux, ça serait intéressant si tu pouvais rencontrer telle personne parce que je trouve que c'est vraiment super pour qu'on mette en avant. Il y a tout ça pour pouvoir informer et aussi il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que ça soit mis en place, c'est quand on est au lycée. On est peut-être encore dans l'adolescence, mais on est plus conscient, c'est de faire de la sensibilisation sur le handicap, voilà, sur les organismes qui peuvent accompagner. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en situation de handicap, mais qui veulent pas le dire quand ils sont au lycée, et plus tard, ça va leur servir pour eux, pour leur travail. Et puis même, ces autres jeunes qui sont pas en situation de handicap, d'avoir plus de respect, et aussi, on peut aussi faire tester à ces jeunes-là de se mettre à la place de la personne qui rencontre des difficultés. Et ça remet beaucoup en question parce qu'on fait des sensibilisations sur le déchet, des sensibilisations sur la drogue, sur tout ça, mais le handicap, j'en ai pas entendu, j'ai pas vu mes enfants, en tout cas, revenir me dire, maman, ils sont venus aujourd'hui, ils ont parlé sur le handicap, j'en ai pas entendu un seul. Et c'est dommage, parce que je pense que si on pouvait commencer là, ça pourrait peut-être être quelque chose de très intéressant. Il y aurait moins de discrimination à l'embauche, il y aurait certainement moins de discrimination au sein de l'entreprise, etc. Évidemment, c'est un vrai sujet à aborder. Et tout à fait. Dans la vie quotidienne, tout simplement. Et clairement. L'aménagement de l'espace public, tout un tas de choses. Oui, exactement. Ça... On dit dans l'entreprise, Karima, que la réussite est rarement individuelle, elle est plutôt collective. Et aujourd'hui, selon vous, quels ont été les organismes ou les personnes qui se sont révélés être de vrais atouts pour l'essor de Lily.fr ? Alors, bien évidemment, les déterminés, hein, puisque si j'avais pas commencé, je pense que j'aurais pas été là jusque là où je suis aujourd'hui. On a un club, on est encore dedans, on s'échange, on se partage, et c'est vrai que les organismes accompagnants, ça apporte énormément. Après, je suis en pré-incubation au BIC de Montpellier. Donc c'est le Business Innovation Center de Montpellier qui m'a accompagné en pré-incubation également aussi. Et par la suite, candidater quand le moment sera bienvenu, parce qu'il faut vraiment avoir une bonne équipe, des salariés, et là je suis en pleine construction, mais j'ai été quand même prise. Ça c'est un grand Et maintenant que vous êtes dans le vif du sujet, que vous avez développé et que vous êtes en plein essor, vous êtes au cœur de ce développement. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux ? Qu'est-ce qui est, selon vous, capital pour pouvoir passer aux étapes suivantes ? Alors le plus important, c'est de recenser, prospecter les professionnels, les particuliers, de rentrer un max de logements pour qu'il y ait un large panel de logements à disposition pour les personnes qui sont en situation de handicap. Dans mon lien de contact, j'ai beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de me demander ou qui me félicitent. Bravo, c'est super ce que vous avez fait. Enfin, je vais pouvoir partir en vacances. Ou alors une personne qui me demande, est-ce que je peux lui trouver le logement dans le sud à tel endroit, et je lui explique que nous sommes en train de rentrer des logements au fur et à mesure et qu'on les tiendra au courant par la suite lorsqu'on aura pas mal de logements. Mais l'objectif en ce moment, c'est ça. C'est de rentrer des logements. Ouais. Parce que je reprends ce que vous nous dites depuis le début. Si je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, vous êtes allé assister à une formation dispensée par les déterminés, vous étiez là plus en observatrice, puis vous vous êtes rendu compte que vous aviez une idée qui pouvait devenir un business, puis vous vous êtes lancé, et puis les choses ensuite, elles ont été fulgurantes, elles ont déroulé, mais j'arrive pas à me dire que dans votre tête, en fait, il n'y avait pas un schéma qui était inscrit. Vous avez une ligne que vous suivez, non ? Vous savez où vous mettez les pieds, même si c'est un pas après l'autre, mais vous avez une ligne directrice. Pas du tout. Je vous assure, j'avais même pas.
Moi, je me Il a fait voyais pas là où je exprès. suis aujourd'hui. Je me Il a voyais fait pas. exprès cette Je question. suis partie, là, j'y vais, ouais, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'y vais, pourquoi pas, je vais voir qu'est-ce que ça donne cette formation. Mais en fait, après, c'est comme une matrix, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans la formation des éthers, donc mon projet, automatiquement, c'est comme si ça rentrait dans ma tête. Je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire ça. Bon, on nous a donné des conseils aussi, mais c'est moi qui allais qui allait de l'avant. À un moment donné, je sais que j'ai fait peur à Moussa. Il m'a dit t'arrêtes d'aller à droite à gauche, maintenant il faut que tu travailles et tout ça. Je dis mais Moussa, je crois que il était pas dans ma tête. Il y a plein de personnes qui sont pas dans ma place. Je lui dis mais je suis obligée d'aller voir ces personnes-là parce qu'à un moment donné là, ça va me servir. Je sais qu'il faut que je rentre l'argent, il faut que je fasse et si et là d'aller rencontrer. Mais ces personnes-là, elles me servent par la suite, elles me serviront même pour l'avenir. Donc quelques mois après, quand je lui ai dit, tu vois, pourquoi je faisais tout ça, c'était pas une perte de temps. Il m'a dit, oui, je comprends mieux. Et en fait, à un moment donné, il y a des objectifs à faire que on ne reçoit pas nécessairement des uns et des autres. Que c'est moi qui avais ça en moi. C'est comme si, ça venait tout seul. Si tu vas là, tu vas voir cette personne avec un handicap, tu vas à telle personne. On rencontre, on échange, on fait partager le projet. Ils sont ok, ils sont super, ils sont contents, ils te conseillent, ils te disent va plutôt là, tu peux te faire accompagner là. Et en fait, ces personnes-là, tôt ou tard, elles vont, quand je vais vouloir faire un levée de fonds ou un crowdfunding, je vais leur dire, écoutez, ça y est, je suis prête. Ils vont peut-être, je l'espère, dire, moi, je vais financer le projet de Karima. Parce que je l'ai rencontrée, j'ai vu ce qu'elle fait. Et puis ces personnes-là, aujourd'hui, quand j'ai besoin pour un événement ou quelque chose comme ça, ils sont là. En fait, ils sont là et ils savent que c'est un projet qui est vraiment impactant et qui a un réel besoin et une demande. Mais tout ça, c'est dans ma tête, en fait. Karima, on a envie de vous aider. Et il se peut que, du coup, parmi les auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast, il y a des propriétaires de logements à louer. Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour savoir si leur bien est conforme aux normes d'accès au PMR? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, en fait, pour être référencés sur la plateforme, si c'est le cas? D'accord. Donc, ils peuvent contacter sur le formulaire en ligne lily.fr. Contact. Ils peuvent demander des renseignements, je leur réponds. Ça m'est arrivé qu'il y ait un propriétaire qui demandait qu'est-ce que c'était les normes PMR, donc je lui ai tout expliqué. On a eu des propriétaires la semaine dernière qui voulaient qu'on passe chez eux pour vérifier si vraiment c'était aux normes PMR. Ils avaient vraiment insisté sur l'artisan en disant que voilà, il fallait faire tout aux normes PMR. L'artisan disait non, c'est pas possible, ça vous reviendra trop cher et tout ce qui suit. Moi, pour passer ma formation aux normes PMR, je l'ai passée chez Handibat. C'est un organisme qui propose un label aux artisans qui veulent aménager aux normes PMR les habitations. Voilà, ce sont des gens qui se travaillent dans le bâtiment. Moi, je leur ai dit, vous allez chez Handibat, vous avez une listing de artisans qui ont ce label-là et qui ont cette formation. Donc, on en revient aux propriétaires professionnels. Ils viennent sur mon site. Ma commission, elle est pas énorme. Je prends une commission sur chaque logement. Elle est vraiment basse. C'est la plus basse du marché. Elle est à 12%. Et donc, les propriétaires, les professionnels, les hôtels, les gîtes, nous sommes ouverts à tout du moment que c'est vraiment une norme PMR. Mais avant de valider l'annonce sur notre site, on vérifie. Donc, on vérifie la salle de bain, on vérifie les parties communes, parce qu'il peut y avoir des annonces trompeuses, comme dans d'autres sites qui font rentrer à la chaîne, qui vérifient pas. Et quand vous allez sur leur partie filtre accessible, vous regardez, vous dites, c'est pas une norme PMR, ça. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment vérifié, comme j'ai dit, validé par des professionnels de l'aménagement du handicap. Du coup, partout en France, si jamais il y a quelqu'un qui se manifeste, ils peuvent contacter cet organisme pour vérifier si le logement est bien conforme aux normes d'accès PMR, c'est ça? Tout à fait. Il y a. C'est pas vous directement qui allez? C'est-à-dire, là, j'ai pas vraiment compris. Vous voulez dire pour le logement? Oui, pour le logement, tout à l'heure, vous disiez, on vient vérifier. Du coup, est-ce que c'est vous qui venez vérifier ou est-ce que c'est un réseau au niveau national qui peut venir vérifier un logement? Alors, pour le moment, on commence sur Montpellier, l'Hérault, parce qu'on peut se déplacer. Okay. Et oui, là, le évidemment. propriétaire, il a tellement insisté, et on voyait qu'il était vraiment désemparé, quoi. On voyait qu'il avait vraiment besoin, et donc on est allé. Mais après, quand ça sera un peu plus national, si on arrive à trouver des partenaires qui pourront aller sur place, on le fera. Mais pour le moment, ça marche très bien en ligne. Ils savent ce que c'est les normes PMR, la plupart des personnes. Mais lorsqu'on aura un doute, on pourra demander plus de photos ou alors un visuel en vidéo et de nous l'envoyer pour que ce soit mis en ligne sur notre site.
Donc là, on a bien compris en vous écoutant que le plan de déroulement, il est dans votre tête. Mais on a bien compris aussi que les moyens, pour le moment, vous permettent de vous déplacer dans l'Hérault. Mais quelles sont les prochaines étapes du développement pour Lily.fr, du coup? Alors, les prochaines étapes, il y aura la prochaine rubrique, ça sera les logements à l'année. Ça, vente, achat, location. Il y a des personnes dans le privé qui ont des biens toujours aux normes PMR avec cette rubrique sur le site. Mais pour tout ça, il faut avoir du financement. Donc, en fait, quand je m'inscris dans des concours, c'est vrai qu'il y a de la visibilité et tout ce qui suit, mais il y a l'argent derrière. Et cet argent-là, moi, il m'aide à développer la suite de Lily. Donc, quand je vais dans des concours où il y a des prix, c'est ce qui me permet de pouvoir financer le reste du projet. Et puis, il y a plusieurs rubriques qui arriveront aussi par la suite dans le site et qui regrouperont la vente de matériel médicaux entre particuliers, voitures aménagées entre particuliers. Vous voyez, il y aura tout ça, mais tout ça, ça demande un coût et ça demande vraiment une bonne équipe. Mais j'ai oublié de vous dire aussi, les personnes qui veulent passer un séjour dans notre site, un logement, on peut leur proposer, s'il y a une personne qui veut un lit médicalisé à son domicile ou du matériel médicalisé, on le met en contact et ils fournissent tout sur leur lieu de domicile. Et la prochaine étape aussi, c'est de trouver un partenaire pour les personnes qui voudront faire leur ménage, qui n'auront pas envie de le faire, de dire voilà, on a une association, vous pouvez les contacter, voilà, ils pourront venir faire le nettoyage à votre place au lieu que ce soit eux-mêmes qui le fassent, quoi. Et du coup, donc j'entends bien, vous avez un besoin de ressources humaines, puisqu'il va falloir étoffer les équipes, vous Ouais. avez besoin de nouveaux partenaires, vous avez besoin de moyens. Est-ce que du coup, vous avez envisagé de faire une levée de fonds? Oui, c'est prévu, oui, oui. On travaille, on est dessus et ça, quand le moment sera venu, on le mettra en place. Et j'ai oublié de dire que j'ai un partenaire au Maroc. Il y a pas longtemps, il m'a contacté et on aura des logements à proposer au Maroc. Top. Dans le podcast Semblable, nous aimons donner la parole aux acteurs et actrices de l'inclusion et porter leur histoire auprès du plus grand nombre. Est-ce qu'il y aurait une structure ou une personne que vous aimeriez mettre en lumière aujourd'hui? Oui, alors Anna Nessabaï, qui est la présidente de Angel Care. Alors Angel Care, c'est une future entreprise association qui accompagne les personnes en fin de vie ou en perte de mobilité à domicile en leur proposant des prestations esthétiques ou éventuellement de l'animation à leur domicile ou des animations collectives et notamment pour les personnes Alzheimer. Donc c'est son domaine. Je l'ai rencontré au Talent des Cités nationales. Et donc c'est un super projet avec qui on compte à l'avenir aussi être partenaire et créer un événement sur Carcassonne aussi et Montpellier. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive à la fin de cet épisode, Karima. Cet épisode du podcast Semblable vous a été présenté par moi-même et Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action des personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leurs actions. Si vous souhaitez vous aussi donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.